Hélène Littrell a saisi le bras de la fille pour empêcher la fille de tomber. Sa peau avait quelque chose d'anormal au toucher. Elle était froide et spongieuse, comme des champignons crus. Puis les lunettes de soleil glissèrent sur le visage de la fille, et, pour la première fois, Hélène vit ses yeux. Ils étaient très grands, vert foncé, avec des pupilles verticales, comme un chat. Hélène ne pouvait détourner le regard quand les pensées de la fille envahirent son esprit. Terrifiée, elle restait figée. La colocataire de sa fille n'était pas humaine, et le colonel de l'armée de l'air, à l'origine de cette cohabitation, savait parfaitement ce qu'il faisait. Il cherchait une colocataire qui ne verrait jamais à quoi Rachel ressemblait vraiment. Il a trouvé Marissa, la fille d'Hélène, considérée comme aveugle au sens légal. Mais le colonel avait un souci. La vue de Marissa revenait. La fille d'Hélène, Marissa Littrell, a perdu la vue à 13 ans, une complication due au diabète infantile. Cela rendrait les études universitaires difficiles. À l'automne 1972, Marissa a pris un petit appartement près de l'American River Junior College à Sacramento, où elle étudiait l'ergothérapie. L'endroit était propre et calme. Le seul problème, c'était le loyer. Son allocation d'invalidité couvrait à peine les courses. Elle avait besoin d'une colocataire et d'aide pour aller en cours. La conseillère Lila Ross a résolu les deux problèmes. Marissa est venue à son bureau chercher un tuteur. Ce matin-là, un étudiant nommé Bobby s'est inscrit à un emploi de tutorat à temps partiel. En comparant leurs emplois du temps, Lila a vu qu'ils avaient les mêmes cours. Donc, Bobby a obtenu un emploi, et Marissa a trouvé un guide qui peut l'accompagner en cours et lui lire les notes de cours. Voilà un problème de résolu. Ensuite, la colocataire. Lila, sur le point de commencer une recherche dans son bureau, entendit frapper à la porte. Un homme grand, en tenue décontractée, se tenait dans l'embrasure de la porte. Près de lui, une fille mince avec de grandes lunettes de soleil et un chapeau trop grand. Elle semblait frêle, presque maladive. L'homme, le colonel Harry Nadien, expliqua que sa fille Rachel venait de s'inscrire au cours et avait besoin d'aide pour trouver une colocataire. Rachel fit un signe de tête à Lila et dit « Enchanté de vous rencontrer. »« On m'appelle Rachel. » Cela inquiéta Lila, mais le colonel semblait tout à fait normal, et peut-être que Rachel était simplement étrange. Les deux filles étaient calmes et polies, et l'apparence de Rachel importait peu pour une colocataire aveugle. Harry a immédiatement fait un chèque couvrant d'avance la moitié du loyer et toutes les charges. Lila n'en revenait pas. Bobby est arrivé le jour où Marissa avait besoin d'un tuteur, et Harry est arrivé juste au moment où elle allait commencer à chercher une colocataire. Rien de tout cela n'était un hasard. Tout avait été orchestré. Maintenant, l'expérience était prête à commencer. Vivre avec Rachel a nécessité une adaptation. Elle était gentille, mais parlait de façon étrange et disait avoir grandi à l'étranger sans préciser où. Rachel ignorait tout de la vie normale. Elle n'avait jamais entendu parler de Simon et Garfunkel. Elle ne savait même pas ce que c'était des sports. Elle appelait les gens des mâles et des femelles. Elle parlait d'un ton clinique et détaché. Elle a dit n'avoir vu que 4 personnes avant Marissa, un instructeur de lecture et 2 infirmières sur la base où travaillait Harry. Aucun ami, aucune famille, sauf Harry. C'était comme si elle n'avait pas de passé avant 1969. Mais Marissa avait aussi son propre secret. Sa vue revenait. Ça fluctuait. Certains jours étaient meilleurs que d'autres, mais elle allait mieux. Avant, tout était sombre. Maintenant, elle distinguait les formes et les contours flous. Elle voyait la lumière et les ombres. Mais elle n'en parlait à personne. Ni à Bobby, ni à sa mère, ni à sa conseillère Lila. Si les gens apprenaient qu'elle voyait, ils poseraient des questions et les allocations d'invalidité pourraient cesser. Harry pourrait déplacer Rachel ailleurs, et Marissa avait besoin de cet arrangement. Le loyer était payé, l'appartement était calme, et elle avait enfin son indépendance. Alors, elle continuait à faire semblant d'être aveugle, et à demander de l'aide dont elle n'avait pas toujours besoin. Elle observait Rachel dès qu'elle le pouvait. Au début, Rachel restait surtout dans sa chambre, puis elle a fini par s'installer au salon et discuter. Marissa savait que Rachel avait de longs cheveux blonds roux, d'une teinte indéfinissable. Rachel portait toujours un grand chapeau et des lunettes de soleil. Quand Rachel croyait que Marissa ne pouvait pas voir, elle retirait parfois son chapeau et ses lunettes. Rachel avait des pommettes saillantes, des traits fins, légèrement inclinés. Elle était jolie. Et puis, il y avait la nourriture. La nourriture de Rachel était étrange. Elle suivait un régime spécial, donc sa nourriture était livrée dans de petites boîtes en carton à quelques semaines d'intervalle. Mais il n'y avait jamais de camion de livraison, jamais de coup à la porte. Les petites boîtes apparaissaient simplement.
Un matin, Rachel est partie tôt en cours, laissant Marisa seule. Elle a alors saisi sa loupe et une boîte de nourriture du réfrigérateur. C'était du carton blanc. Le seul marquage était un petit triangle rouge, traversé par 3 lignes noires horizontales. Elle n'avait jamais vu ce logo auparavant, mais le même triangle figurait sur les cruches d'eau livrées. Et puis, elle a ouvert la boîte. À l'intérieur, cela ressemblait un peu à des épinards hachés. C'était vert et pâteux, mais ça ne sentait pas les épinards. Ça sentait l'herbe mouillée en décomposition. Un jour, Marisa a demandé à Rachel de lui en faire goûter, mais Rachel a refusé, disant que cela la rendrait malade. Puis, il y a eu l'incident dans la salle de bain, lorsque Rachel a tenté de se suicider. Un après-midi, Marisa est rentrée et a senti une odeur métallique. Rachel était penchée sur le lavabo de la salle de bain, émettant des sons étranges et sifflant. Marisa a alors compris. Rachel s'était coupé les poignets. Mais le sang de Rachel avait l'air étrange. Il était rose et à queue, pas rouge et épais. Marisa a vite saisi le bras de Rachel pour stopper le saignement, puis a senti les coupures se mettre à bouger. La peau de Rachel guérissait. Les coupures disparurent dans quelques secondes. Marisa voulait appeler quelqu'un, mais Rachel a refusé. Personne ne devait le savoir, ni les médecins, ni les hôpitaux. Elle a promis que cela ne se reproduirait plus. Un matin, Marisa a quitté la classe plus tôt et, en arrivant chez elle, elle a vu une grosse voiture noire devant son immeuble. Et la plaque d'immatriculation était étrange. Elle était complètement vierge, à part ce même logo en triangle rouge qu'il y a sur la nourriture de Rachel. Marisa a ouvert la porte et a entendu des voix dans la cuisine. Elles étaient graves et profondes, 2 hommes qui parlaient à Rachel avec des phrases formelles, au ton officiel. Par l'embrasure de la porte, elle a vu 2 personnes à table en costume sombre et chapeau, dont l'une avec une mallette noire ouverte. Rachel a expliqué qu'ils travaillaient avec Harry à la base et prenaient de ses nouvelles toutes les 2 semaines après leur départ. Quelques semaines plus tard, Marisa était dans sa chambre quand elle les a entendus entrer sans frapper. Elle a entendu des meubles racler le sol. Puis les hommes se sont mis à crier. Et pour la première fois, Rachel a hurlé. Mais ce n'était pas ce son robotique des premiers jours. Son cri semblait humain et elle était terrifiée. Rachel? Cette nuit-là, Marisa a appelé sa mère, Hélène, et lui a tout raconté. Ses blessures qui guérissaient, les livraisons de nourriture, les hommes en costume sombre. Marisa s'attendait à ce que sa mère la traite de folle. Elle savait qu'elle en avait l'air, mais Hélène n'a rien trouvé d'étonnant. Hélène a grandi à Rome, dans l'État de New York, une petite ville près d'Utica. Elle passait le plus de temps possible dans les bois pour y voir la lumière. À 8 ans, elle a vu pour la première fois une boule bleue brillante flotter au-dessus du sol, le plus beau bleu qu'elle ait jamais vu. Elle aurait dû avoir peur, mais ce n'était pas le cas. Quelque chose dans cette lumière la faisait se sentir calme et en sécurité. Pendant 5 ans, elle s'éclipsait en douce dans les bois pour voir la lumière bleue. Chaque fois qu'elle le faisait, elle s'en approchait davantage. À 13 ans, elle a finalement tendu la main et l'a touchée. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Pour la première fois, la lumière lui parla directement dans son esprit. Ils veulent savoir si je veux un bébé. Et j'ai dit bien sûr que non, je suis trop jeune. Et ils ont dit, ce n'est pas grave, tu n'es pas obligé d'en avoir un maintenant. Plus tard, tu en auras un. Et quand tu en auras un, il te ressemblera. Mais il sera comme eux. Hélène a demandé qui étaient eux, sans obtenir de réponse, ressentant seulement une intelligence immense dépassant sa compréhension. Et ce fut la dernière fois qu'Hélène vit la lumière bleue. 7 ans après, Hélène s'est mariée et s'est installée dans une nouvelle ville. La lumière bleue a presque disparu de sa mémoire. Mais la promesse qu'elle avait reçue lorsqu'elle était enfant était sur le point de se réaliser. Au début du printemps 1951, une femme qu'Hélène avait déjà vue dans le quartier l'a invitée à faire une promenade. Le mari d'Hélène était en déplacement, alors elle s'est dit qu'un peu de compagnie lui ferait du bien. Pendant leur promenade, la femme a dit devoir s'arrêter brièvement chez une amie. Elle a emmené Hélène dans un ancien immeuble de bureaux ressemblant à un cabinet médical, puis a disparu dans le couloir. Un médecin est sorti et a insisté pour examiner Hélène.
Il a dit qu'elle n'avait pas bonne mine, alors elle a accepté à contre-cœur. Hélène s'est allongée sur la table d'examen et, dès que sa tête a touché la surface, une lumière bleue l'a aveuglée. Ils me disent de ne pas bouger, de rester silencieuse. Ça sera bientôt fini, personne ne le saura jamais. Je veux me battre. Je veux descendre de la table, mais je ne peux pas bouger. La lumière me tire vers le bas, mais je ne suis pas attachée. Je n'arrive tout simplement pas à bouger. La lumière s'est rapprochée de plus en plus. Puis Hélène l'a ressenti physiquement. J'ai l'impression qu'ils mettent quelque chose en moi. Ça fait mal, ça fait tellement mal. Puis plus rien. À son réveil, la lumière avait disparu et la femme était déjà à ses côtés, prête à la ramener. Hélène était trop faible pour protester. Hélène a eu mal pendant 2 jours. 6 semaines plus tard, elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Mais c'était impossible. Son mari était en déplacement. Ils disent que l'enfant sera comme les autres. C'est mon premier, donc je ne verrai pas la différence. Elle pensait que la visite chez le médecin n'était qu'un mauvais rêve. Pourtant, elle se rappelait la promesse de la lumière. Il te ressemblera, mais il sera comme eux. 9 mois plus tard, Marisa est née. En 1955, la recrue de l'armée de l'air Harry Nadien a reçu des ordres pour une formation spécialisée. Sa mission, l'ATIC, le commandement de l'information technique aérospatiale, une unité hautement classifiée chargée d'enquêter sur les objets volants non identifiés et les intelligences extraterrestres. La salle de classe était petite, 6 aviateurs, un instructeur, pas de fenêtre. Le lieutenant a ouvert un dossier marqué d'un seul mot, Magic. À l'intérieur se trouvaient des photos, des vaisseaux spatiaux écrasés dans le désert et des corps récupérés dans les décombres, petits, gris, manifestement non humains. Harry a été affecté à une installation nommée Four Corners, loin de la vraie région des Four Corners. Située dans le désert du Nevada, c'était une installation jumelle de la zone 51 et officiellement inexistante. Les intrus y étaient abattus immédiatement. Four Corners ne payait pas de mine, et c'était voulu. La véritable base était souterraine. Les niveaux d'énergie fluctuent, docteur. Augmentez le débit du liquide de refroidissement pour stabiliser la réaction immédiatement. En quelques mois, Harry a découvert qu'il avait un don. Il communiquait par télépathie avec les gris, contrairement à la plupart des humains aux esprits trop encombrés. Mais Harry, l'esprit ouvert, a été remarqué par les extraterrestres. Ils ont commencé à réclamer expressément sa présence, d'abord comme observateur, puis comme interprète, puis comme agent de liaison entre les visiteurs et les scientifiques humains. En 1966, Harry était à la tête de toute l'installation. C'est alors qu'il rencontra Chisky, leur principal généticien, expert en génétique humaine et extraterrestre grâce à son statut d'hybride. Un ADN humain fusionné à celui d'un extraterrestre du système Zeta. Chisky ressemblait à Rachel. Il était petit et mince. Il avait de grands yeux bleus et une peau jaune pâle. Selon Chisky, tous les humains étaient conçus. Vous avez été conçus pour être récoltés. Votre ADN, votre diversité génétique, c'est nous qui l'avons intégré en vous. À chaque génération, nous revenons. Nous prélevons des échantillons, nous faisons des améliorations. Nous faisons cela depuis avant que votre espèce ne sache écrire. Vous êtes faits pour être récoltés, non? Des humains bio, élevés en plein air, de la ferme à la table, pour des chefs extraterrestres. Harry a demandé pourquoi ils avaient besoin d'ADN humain. Chisky a expliqué que son espèce, se clonant depuis trop longtemps, avait perdu la capacité de se reproduire naturellement. Les humains partageaient le même patrimoine génétique depuis des millions d'années. Harry comprit alors l'importance de sa mission. Le programme d'hybridation n'avait pas pour but de créer des soldats ou des esclaves. Il fallait sauver une espèce menacée d'extinction.
En septembre 1969, un immense vaisseau a perdu le contrôle au-dessus du désert. Harry a mené l'équipe de récupération sur le site du crash. L'épave brûlait encore quand ils sont arrivés. 3 corps dans les décombres, petits, gris, morts sur le coup. Mais Harry a vu du mouvement dans le compartiment arrière. Il est entré dans le vaisseau en feu et a traversé la fumée. Il a trouvé une porte scellée et touché ce qui ressemblait à un panneau de contrôle. Elle s'est ouverte. Une frêle silhouette était coincée sous un panneau d'équipement tombé. Plus petite que tous les gris qu'Harry avait vus. Et différente. Les humains ne peuvent pas déterminer le sexe d'un gris en les regardant, mais ce petit être était clairement une femelle, et ses yeux étaient étranges, pas les globes noirs uniformes des gris typiques. Ses yeux étaient d'un vert sombre et doux, arrondis au coin intérieur et inclinés vers ses tempes, et ses yeux avaient de la profondeur. Ils étaient presque humains, à l'exception des pupilles, qui étaient des fentes verticales comme celles d'un chat ou Des hommes lézards. ou d'un reptilien, c'est ça. Harry comprit aussitôt, elle était partiellement humaine. Il la sortit des décombres et la ramena à Four Corner. Sous terre, au niveau 8, Chisky l'examina. Il s'attendait à de nouveaux arrivants du programme d'hybridation. Elle vient de mon système stellaire, peut-être même de ma planète. C'est une hybride, mais son sang contient des marqueurs d'ADN humain. Les 3 morts étaient de sa famille. Elle est maintenant seule. Avec des soins appropriés, elle pourrait devenir assez humanisée, plus que n'importe quel hybride que j'ai vu. Elle venait de Zeta Reticuli pour apprendre à vivre avec les humains. Désormais, sa famille était morte, elle était seule. Harry prit une décision dès qu'il regarda dans ses yeux verts. Il l'élèverait désormais comme sa fille. Il l'appela Rachel. L'adoption nécessitait l'approbation du QG de l'Attic et du Conseil de sécurité nationale. Harry présenta ses arguments. Rachel était la première jeune hybride, la première hybride de sexe féminin, et l'hybride la plus humaine qu'ils aient jamais vue. Si quelqu'un pouvait s'intégrer dans la société, c'était Rachel. L'approbation est arrivée en quelques heures. Trop rapide, pensa Harry, mais il ne se plaignit pas. Puis le travail commença. L'Attic envoya alors un expert en langue pour aider Rachel. Elle apprit à former des sons en mots, puis des mots en phrases. Chisky créa une pâte nutritive vert foncé pour Rachel, incapable de digérer la viande ni d'assimiler la nourriture. La nourriture était dans des boîtes blanches, avec un triangle rouge, symbole du projet d'humanisation. Rachel avait l'air presque humaine, mais pas assez pour que les gens ne le remarquent pas. On lui donnait donc des chapeaux et des écharpes pour cacher la forme de sa tête, toujours des manches longues pour couvrir ses bras maigres, et des lunettes de soleil. Elle devrait toujours porter des lunettes de soleil. Et après 3 ans d'entraînement, Rachel était prête. 3 ans d'entraînement pour paraître humaine, hein? Je connais des PDG de sociétés technologiques qui pourraient vouloir suivre ce cours. Harry a reçu une mutation pour une mission de liaison dans une base de l'armée de l'air en Californie. Un poste de bureau, idéal pour un père célibataire élevant une fille peu ordinaire. Il a inscrit Rachel à l'American River Junior College, mais elle ne pouvait pas vivre seule. Elle avait besoin d'une colocataire. Quelqu'un de patient, de gentil et qui ne poserait pas de questions. Quelqu'un qui ne pouvait pas voir à quoi elle ressemblait vraiment. Harry fut étonné que la coordinatrice ait trouvé la colocataire idéale, une fille légalement aveugle, calme, patiente et cherchant désespérément quelqu'un qui paierait la moitié du loyer. Harry pensait que c'était une coïncidence incroyable ou un coup de chance. En fait, il ignorait que la TIC surveillait Marisa depuis des mois. Hélène a conduit jusqu'à Sacramento pour voir Marisa, et elle voulait rencontrer cette colocataire par elle-même. Marisa les a présentés à la porte. Rachel était polie, douce et étrange. Elle portait un grand chapeau et des lunettes de soleil, même à l'intérieur. Sa voix était monotone et prudente, comme si elle lisait. Hélène a tenté de lui serrer la main, mais Rachel a sursauté, refusant d'être touchée. Près de la cuisine, Rachel a trébuché sur une bosse de la moquette. Hélène l'a retenue pour éviter sa chute. À ce moment, tout ce qu'Hélène croyait savoir sur le monde a changé. La peau de Rachel, ses yeux, la peur dans son esprit. Hélène a lâché prise. Rachel a remis ses lunettes et s'est retournée en courant dans sa chambre. Hélène est sortie et s'est assise 20 minutes dans la voiture, confuse. Elle ignorait en fait que c'était une expérience. Elle ignorait aussi l'échec de celle-ci. Cette nuit-là, Rachel a contacté Harry. Le lendemain matin, il est venu à l'appartement et a réuni les 4 pour tout leur révéler. L'armée de l'air, la formation secrète, la base souterraine, le vaisseau écrasé, le projet d'humanisation, une expérience pour tester l'intégration des hybrides dans la société humaine. Elle est censée être comme les gens, mais elle n'y arrive pas. Elle essaie et ça ne marche pas. Elle n'a pas le même aspect.
Peu importe ce qu'elle fait, elle n'y arrive pas. Et elle dit, j'ai une drôle de voix. J'essaie de parler comme les autres et je n'y arrive pas. Marisa a parlé la première, disant qu'elle ne voulait pas que Rachel parte. Rachel avait été gentille et patiente avec elle. Marisa se moquait de son apparence. Puis Rachel a dit quelque chose qui a choqué Hélène. Je n'ai jamais eu de mère. Je ne sais pas ce qu'une mère est censée être. J'aimerais que tu sois ma mère. Hélène a trouvé cela gentil et a failli laisser passer, mais Rachel voulait encore parler. Peut-être que tu ne t'en souviens pas. Un jour, tu t'en souviendras. Soudain, Hélène a ressenti quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Harry a remarqué la reconnaissance sur le visage d'Hélène. Il lui a alors demandé ce qu'elle avait ressenti en prenant le bras de Rachel et en la regardant dans les yeux. Rachel lui a-t-elle dit quelque chose ? Hélène a répondu « Non, pas à voix haute ». Harry acquiesça lentement. Il devait dire autre chose, la vérité sur Hélène. Pendant des années, Hélène peinait à rassembler les souvenirs de ce qui s'était passé entre Marisa et Rachel. Elle a donc subi une régression hypnotique avec le Dr. June Steiner. Les régressions ont tout débloqué. Hélène se rappelait être dans la cuisine de l'appartement de la jeune fille avec Rachel. Elle a regardé Hélène et a dit « Je veux te montrer où j'habite ». Rachel s'est approchée de la fenêtre de la cuisine. Mais Hélène n'a pas vu la rue, seulement un couloir blanc. Rachel a posé son doigt contre la vitre et a dit à Hélène de faire pareil. Quand leurs doigts ont touché la fenêtre, la cuisine s'est dissoute. Soudain, elle n'était plus dans l'appartement. Elle se trouvait sous terre, dans une pièce ronde, bordée de cuves. À l'intérieur des cuves, des bébés flottaient dans un liquide vert. Ils avaient la peau pâle et de longs membres fins. Ça, c'est de là que je viens. Mais l'histoire de Rachel ne se résumait pas au simple fait qu'Harry avait adopté un hybride. Oh mon Dieu. Que j'avais un enfant différent de ce que je croyais. En regardant les yeux de Rachel, c'est pourquoi je les trouvais si beaux. Peut-être voulait-elle me dire quelque chose, ou même la vérité, à ce moment-là. L'embryon extrait en 1951 a été emmené à Zeta Reticuli, cultivé dans un réservoir rempli de liquide vert, modifié avec de l'ADN extraterrestre, puis renvoyé sur Terre. La famille extraterrestre de Rachel l'avait ramené sur la planète d'origine de sa part humaine, auprès de sa mère. Hélène regarda Rachel dans les yeux et eut un éclair de reconnaissance, sachant au fond d'elle, comme une mère le sait toujours. Hélène affronta la vérité. Rachel était sa fille, enlevée à elle et élevée sur un autre monde, revenue sur Terre dans un vaisseau qui s'est écrasé dans le désert. Mais il y avait encore plus. Rachel avait aussi l'ADN du colonel. Harry était le père génétique de Rachel et aussi son père adoptif, ce qui signifiait que Marisa et Rachel avaient la même mère biologique. Elles étaient demi-sœurs. Harry s'était demandé, en 1972, si tout cela était vraiment une coïncidence. Comment Marisa était apparue exactement au bon moment et comment tout s'était si bien aligné. Ce n'était pas un hasard. L'Attic savait qui était Hélène et connaissait l'existence de l'embryon. Il savait que Marisa était la demi-sœur de Rachel avant tout le monde. Même son tuteur, Bobby, avec son emploi du temps parfaitement adapté, avait été placé là. Le projet d'humanisation avait spécifiquement réintroduit Rachel dans sa propre famille. Il voulait voir ce qui se passerait lorsqu'un hybride rencontrerait ses proches biologiques, si un lien se formerait et si ce lien pouvait être contrôlé. Hélène comprit enfin, les lumières bleues, le temps manquant, l'opération. Ce n'était pas de la chance, c'était un programme de reproduction. 3 générations de femmes élevées comme des rats de laboratoire. Mais les rats de laboratoire, eux, sont jetables. Alors, avec l'échec de l'expérience d'humanisation, l'armée a commencé à éliminer les témoins, et il commencerait par Rachel. À la fin du semestre de printemps, Rachel a disparu, laissant un mot sur son miroir. Chère Marisa, tu vas beaucoup me manquer, mais je t'ai laissé un cadeau spécial pour que tu te souviennes de moi. Avec amour, Rachel. Marisa s'assit sur le lit vide de Rachel et lut la note. Puis elle s'arrêta. Elle n'utilisait pas sa loupe. Elle regarda autour de la pièce, les meubles, la fenêtre, la lumière du soleil. Tout était plus net qu'il ne l'avait été depuis des années. Rachel pouvait guérir des blessures en quelques secondes. Elle s'est soignée elle-même après l'accident. Maintenant, elle avait fait autre chose. Rachel a guéri les yeux de Marisa. Les rétines de Marisa, détruites par le diabète à 13 ans, l'avaient laissée en situation de cécité légale pendant 6 ans. Maintenant, elle pouvait lire les panneaux, voir les visages et finir ses études. Elle pouvait faire la plupart des travaux pour son master.
Rachel lui avait rendu la vue, mais elle ne pouvait guérir le diabète. À 38 ans, Marisa était morte des suites de la maladie qu'elle combattait depuis l'enfance. Mais pendant 18 ans, elle a pu voir. C'était le cadeau de Rachel. Le colonel a choisi Marisa parce qu'elle était aveugle. Il lui fallait une colocataire qui ne verrait jamais à quoi ressemblait vraiment Rachel. Rachel a fait échouer ce plan. Elle a guéri la condition même qui protégeait de sa couverture. Elle a choisi sa sœur plutôt que la mission. Et ça, c'était la trahison ultime. Le projet d'humanisation a commis une erreur. Les scientifiques voulaient que leurs hybrides imitent les émotions humaines, se fondent dans la masse, sourient et rient au bon moment. Ils voulaient seulement qu'ils fassent semblant de ressentir, pas qu'ils ressentent vraiment. L'émotion authentique est risquée et engendre la loyauté. Et la loyauté envers la famille est une menace pour la mission. Rachel a franchi cette limite. Elle aimait Marisa et Hélène, appelant Hélène « maman » et Marisa « sœur ». Elle a cessé de rendre compte à la base et s'est mise à protéger sa nouvelle famille, ce que les hommes en noir ont remarqué. Les rapports étaient chaque fois plus alarmants. Le sujet montre un attachement émotionnel envers sa colocataire. Le sujet désigne H. Littrell comme « maman ». Le sujet a cessé de faire des rapports réguliers. Mais Harry l'a vu venir. Il a vu sa fille devenir plus indépendante, plus attachée à sa vie humaine. Il a essayé de la protéger. Il a essayé d'arranger les choses avec la TIC. Mais le colonel savait comment l'armée gérait les agents compromis. On ne les répare pas, on les liquide. Deux ans après avoir quitté l'appartement, Rachel était morte, poussée dans un escalier. Elle se souciait trop de moi et de Marisa. On ne lui permettait d'aller que jusqu'à un certain point, mais elle a dépassé cette limite. Ce n'était pas encore le moment pour que ça arrive. Alors, elle était partie. D'après la régression d'Hélène, l'ordre venait de l'armée ou du gouvernement. Et le colonel savait que cela allait arriver. Il était lié à sa mort, mais pas directement responsable. Il n'était même pas là, mais il était d'accord que cela devait être fait. Mais Harry l'aimait, mais il avait des ordres. Et à un moment donné, il s'est convaincu que la mort de Rachel était nécessaire pour le bien du projet. Mais il avait tort. Des années plus tard, Hélène a découvert que le colonel doutait désormais du projet d'humanisation, le jugeant dangereux et estimant que les hybrides étaient exploités. Mais pour Rachel, il était trop tard. Harry pouvait encore faire une chose. Il pouvait faire en sorte que quelqu'un finisse par dire la vérité, alors il l'a raconté à Hélène. Il ne pouvait pas sauver sa fille, mais il pouvait éviter qu'on l'oublie. Une étudiante aveugle découvre que sa colocataire, à la peau de champignon et aux yeux verts, est un hybride humain extraterrestre issu d'une expérience gouvernementale, comme le révèle son père colonel de l'armée de l'air. Hélène Littrell raconte cette histoire dans Les yeux de Rachel. Et Hélène affirme que c'est une histoire vraie à 100%. Mais est-ce vraiment le cas ? Le principal problème, c'est que tout vient des livres d'Hélène. C'est toujours un livre. C'est vrai. Hélène en a écrit plusieurs, mais il répète ou prolonge un peu la même histoire. Pour se faire de l'argent ? C'est l'impression donnée. Personne ne confirme rien. Marisa est morte avant l'écriture du livre. Le colonel Nadien reste introuvable. Et dans les livres suivants, son nom change un peu. La rencontre d'Hélène a eu lieu en 1972. Son hypnose n'a eu lieu qu'en 1998. 26 ans, c'est long, surtout pour la mémoire. Et l'hypnose est controversée. Elle peut créer de faux souvenirs aussi facilement qu'elle en récupère des vrais. L'hypnose peut créer de faux souvenirs, non ? Les chaînes d'infos en continu aussi. Au moins, l'hypnose n'a pas de pub pour les troubles de l'érection. Enfin, pas que je l'ai remarqué. Hélène décrit des projets classifiés comme Magic et Poons. Mais toutes ces informations circulaient déjà dans la littérature sur les ovnis bien avant ces régressions. Tous les noms ont été changés. Il n'y a aucune trace de l'appartement ni de la colocation, mais une preuve physique se trouve dans un livre d'Hélène. Des enquêteurs ont contacté l'American River Junior College.
Le collège a renvoyé la lettre sur papier à en-tête officielle, confirmant qu'une étudiante nommée Rachel Nadien avait suivi des cours là-bas en 1972. C'était la preuve irréfutable. Mais pas si vite. Lorsque les enquêteurs sont revenus pour faire un suivi, la lettre avait disparu. L'employé qui l'avait signée a été muté. Et les dossiers du collège n'indiquaient aucune trace d'une personne nommée Rachel Nadien. C'était comme si elle avait disparu de l'histoire. Pourtant, certaines choses sont vraies. Hélène Littrell existe. Elle a publié sous son nom et a enduré des décennies de moqueries sans jamais modifier son récit. Sa thérapeute, Dr. June Steiner, a mis sa réputation en jeu sur cette affaire. Hélène avait été prévenue des années avant la sortie du livre que parler du projet d'humanisation lui causerait du tort, ainsi qu'à sa famille, mais elle a tout de même publié. D'autres personnes ayant connu Marissa se rappellent aussi de Rachel. Je me souviens qu'elle disait que Rachel ne sortait jamais au soleil et portait toujours des lunettes de soleil, même dedans. Apparemment, sa peau avait une texture étrange. Rachel ne mangeait pas de nourriture ordinaire. Elle devait manger une nourriture spéciale qui venait dans de petites boîtes blanches. Puis Marissa m'a dit que la fille avait disparu. Elle ignorait où elle était allée. Que cette colocataire avait tout simplement disparu. L'histoire d'Hélène demeure cohérente. Ses descriptions de la peau et des yeux de Rachel restent inchangées, contrairement aux faux souvenirs qui évoluent d'habitude avec le temps. Sa réaction émotionnelle était également très intense. Elle sanglotait, tremblait, elle était vraiment en détresse. Les thérapeutes sans traumatisme affirment que ces réactions sont difficiles à simuler. Les preuves ne confirment pas l'histoire. Un seul témoin, des souvenirs retrouvés, pas de preuves matérielles. N'importe quel procureur rejetterait cette affaire. Mais si l'histoire avait été inventée, les détails devraient changer. Les témoins devraient se contredire. Ce n'est pas le cas. Les sceptiques affirment qu'Hélène souffre de stress post-traumatique lié à une enfance instable, un mariage violent, et qu'elle interprète son vécu selon le seul cadre qu'elle connaît. Ou peut-être dit-elle la vérité. Quoi qu'ait été Rachel, hybride, humaine ou autre chose, elle comptait, elle voulait trouver sa place. Elle a appris à parler notre langue et à marcher dans notre monde. Rachel a créé des liens, elle a guéri les yeux de sa sœur, elle a ressenti de la compassion, de l'empathie et de l'amour. Elle est devenue humaine de la plus belle des façons. C'est la tragique ironie. Elle est devenue plus humaine que ceux qui l'ont élevée, et ils l'ont tuée pour cela. Merci d'être resté avec nous aujourd'hui. Je suis AJ et voici Ecclefish. Je m'appelle Ecclefish. C'est un plaisir de vous rencontrer, humain. C'était The Y-Files. Si vous avez appris quelque chose ou si vous vous êtes amusé, faites-nous plaisir. Mettez un like, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire ci-dessous, mais soyez gentils. Tout ça aide vraiment la chaîne. Et comme la plupart des sujets que nous abordons ici, celui d'aujourd'hui a été recommandé par vous. S'il y a une histoire que vous voulez voir ou sur laquelle vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur theyfiles.com/tips, envoyez-nous un email ou rejoignez-nous sur Discord pour ouvrir un ticket. The Y-Files est aussi un podcast. Nous diffusons ces épisodes en simultané sur toutes les grandes plateformes de podcast pour que vous puissiez nous écouter partout. Mais aussi, nous mettons en ligne des épisodes qui ne seraient pas autorisés sur les plateformes vidéo. Et ceux-là sont étiquetés censurés, non censurés. Enfin, ils ont une étiquette, quoi. Écoutez, ce n'est pas une organisation professionnelle. Mais si vous nous écoutez sur une plateforme audio, j'apprécierais que vous mettiez un pouce en l'air, un like, que vous nous suiviez ou que vous appuyiez sur n'importe lequel de ces boutons-là en bas ou que vous laissiez un bon commentaire. Ce genre de choses nous aide vraiment. Maintenant, si vous avez besoin de plus de Y-Files dans votre vie, allez voir notre Discord. Il y a des milliers de personnes là-bas, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je crois qu'on a environ 100 000 membres, donc il y a toujours quelqu'un en ligne. Ils s'intéressent aux mêmes sujets bizarres que nous. Ils parlent des mêmes thèmes que nous abordons. C'est une super communauté. C'est très sympa. C'est vraiment solidaire et l'inscription est gratuite. Et en parlant de 24 heures sur 24, assurez-vous de jeter un œil à notre stream 24 heures sur 24 sur The Y-Files Backstage. Le lien est ci-dessous. Là-bas, les épisodes sont diffusés à la suite avec du contenu original et amusant entre 2 épisodes. Et puis il y a cette communauté incroyable qui s'est formée. Alors allez-y et regardez les épisodes ou laissez-les tourner en arrière-plan, mais surtout, rejoignez le chat. C'est vraiment sympa. Merci à nos mécènes qui ont rendu cette chaîne possible. Chaque épisode est dédié à nos membres Patreon. Rien de tout cela n'aurait été possible sans vous. I play Philippians and Mary 51. A secret code inside the Bible said I was.
I love my UFOs and paranormal fun, as well as music. So I'm singing it like I should. But then another conspiracy theory becomes the truth, my friends. And it never ends. No, it never ends. I feel the crackhead and got stuck inside Mel's home with MK Ultra. I've been only too aware. Did Stanley Kubrick fake the moon landing alone on a film set with the shadow people there? The Roswell aliens just fought the smiling man, I'm told, and his name was Cold. I can't believe I'm dancing with the bitches, and the bitch on Thursday night, Wednesday J2, and the Wi-Fi's somebody off to the night. All I ever wanted was to just hear the truth, so the Wi-Fi's somebody off to the night. The Mothman sightings and the solar storm still come to Agatha, the secret city underground. Mysterious number stations, planets circle to Project Stargate, and what the Dark Watchers found. In a simulation, don't you worry though. The Black Knight satellite told me so. I can't believe I'm dancing with the bitches, and the bitch on Thursday night, Wednesday J2, and the Wi-Fi's somebody off to the night. All I ever wanted was to just hear the truth, so the Wi-Fi's somebody off to the night. And the bitch on Thursday night, Wednesday J2, and the Wi-Fi's somebody off to the night. So one more summer beat all through the because she is a camel, and camels love to dance when the feeling is right on waves in time.